Au soir du 18 juin 1815, un homme se tenait sur la côte belge, les yeux rivés sur l'horizon. Son nom était Nathan Rothschild. Alors que 100 000 soldats gisaient morts ou mourants sur les champs de Waterloo, Rothschild n'avait qu'une seule question en tête: qui a gagné? Il avait dépensé une fortune pour bâtir ce qu'aucun gouvernement ne possédait, un réseau privé de coursiers, de navires et de cavaliers s'étendant à travers toute l'Europe. Ce réseau était sur le point de faire de lui l'homme le plus riche d'Angleterre. Un messager atteignit Nathan à Londres une journée entière avant que le gouvernement britannique ne reçoive l'annonce officielle de la défaite de Napoléon. Ce qu'il fit ensuite allait devenir l'un des épisodes les plus débattus de l'histoire financière. Selon certains récits, il entra à la bourse de Londres et commença à vendre. Les autres courtiers paniquèrent. Si Rothschild vend, pensèrent-ils, c'est que Wellington a perdu. Les cours s'effondrèrent et alors, tout au bas de l'échelle, les agents de Nathan rachetèrent discrètement tout ce qu'ils purent. Au moment où la vérité éclata, Nathan Rothschild avait amassé une fortune qui vaudrait des milliards aujourd'hui. Que cette histoire soit tout à fait exacte ou en partie légendaire, un fait demeure incontestable. La famille Rothschild avait compris une chose avant tout le monde: celui qui contrôle l'information sur l'argent contrôle l'argent lui-même. Et pendant près de 2 siècles, aucune famille intelligente sur Terre n'en contrôlera davantage. Pour comprendre comment une famille en est venue à dominer le marché mondial de l'or, il faut remonter au quartier juif de Francfort dans les années 1760. Mayer Amschel Rothschild était un marchand de pièces de monnaie doté d'un don pour se faire des amis puissants. Il devint le banquier personnel de Guillaume IX, l'un des princes les plus riches d'Europe. Lorsque les armées de Napoléon balayèrent l'Allemagne, Guillaume s'enfuit, mais il laissa sa fortune entre les mains de Mayer Amschel. Rothschild ne se contenta pas de protéger cet argent, il l'investit, le fit fructifier et s'en servit pour bâtir un véritable empire bancaire. Mayer Amschel avait 5 fils et il prit une décision qui allait façonner les 200 prochaines années. Il envoya chacun de ses fils dans une capitale européenne différente. Amschel resta à Francfort. Salomon se rendit à Vienne, Nathan partit pour Londres, Karl s'installa à Naples, James rejoignit Paris, 5 frères dans 5 villes, unis par le sang, liés par le secret et opérant comme une seule machine financière, par-delà des frontières qu'aucun gouvernement ne pouvait totalement surveiller ni contrôler. Ce n'était pas seulement une entreprise familiale, c'était la toute première banque multinationale au monde, des décennies avant que le concept même ne reçoive un nom. Les frères pouvaient déplacer des fonds à travers les zones de guerre, prêter simultanément à des gouvernements ennemis et en tirer profit quel que soit le vainqueur. Durant les guerres napoléoniennes, les Rothschild financèrent l'armée britannique tout en faisant affaire avec les intérêts français. Les drapeaux leur importaient peu, seul le rendement comptait et leurs bénéfices furent extraordinaires. Au milieu des années 1800, la famille Rothschild était la dynastie privée la plus riche de la planète. Certains historiens estiment que leur fortune totale, à son apogée, était plus importante que le trésor de n'importe quelle nation. Ils financèrent des chemins de fer à travers l'Europe et le canal de Suez. Ils prêtèrent également de l'argent à des gouvernements de Londres jusqu'à Rio de Janeiro, mais c'est leur lien avec une ressource particulière qui allait leur donner un pouvoir qu'aucune autre famille n'a jamais détenu. Cette ressource était l'or. L'or était le fondement du système financier mondial. Chaque monnaie d'importance y était liée. Quiconque pouvait influencer le prix de l'or pouvait influencer chaque économie sur Terre. Et les Rothschild l'avaient compris bien avant tous leurs rivaux. En 1810, Nathan Rothschild commença à acheter de l'or massivement pour aider le gouvernement britannique à financer la guerre contre Napoléon. Il acheta des lingots à la Compagnie britannique des Indes orientales, les transporta à travers la Manche et les livra aux armées du duc de Wellington en Espagne. L'opération était d'une envergure stupéfiante. Nathan déplaça l'équivalent de centaines de millions de dollars en or par un réseau privé, plus rapidement et plus sûrement que le trésor britannique lui-même. Ce fut le moment qui transforma les Rothschild. Ils cessèrent d'être de simples banquiers fortunés pour devenir indispensables au rouage de l'Empire. La banque de Nathan Mayer Rothschild et fils, devint l'institution par laquelle l'Empire britannique déplaçait son or. Dans les décennies suivantes, alors que la Grande-Bretagne adoptait officiellement l'étalon or en 1821, les Rothschild se placèrent au cœur même du système financier mondial. Après la fin des guerres napoléoniennes, les Rothschild ne reculèrent pas. Ils firent un pas en avant, ils devinrent les intermédiaires privilégiés des banques centrales pour acheter, vendre ou stocker de l'or. Leurs coffres à Londres détenaient les réserves de plusieurs nations. Ils affinaient l'or, ils l'expédiaient, ils l'assuraient. Lentement et discrètement, la famille s'inséra dans chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement, des mines jusqu'au marché.
Puis vint l'année 1919. La Première Guerre mondiale venait de s'achever, le marché de l'or était plongé dans le chaos, les monnaies étaient instables, les gouvernements avaient besoin d'un moyen fiable pour fixer le prix de l'or chaque jour. C'est ainsi que 5 banques se réunirent dans une salle boisée des bureaux de Nathan Mayer Rothschild et fils sur St. Swithin's Lane à Londres. Ils créèrent ce qui allait être connu sous le nom de fixing de l'or de Londres. 2 fois par jour, chaque jour de bourse, les représentants de ces 5 banques s'accordaient sur un prix unique pour l'or. Ce prix servait ensuite de référence pour les transactions d'or à travers le monde entier. Le président du fixing de l'or de Londres était toujours le représentant des Rothschild, toujours pendant 85 ans, de 1919 à 2004. Un membre de la banque Rothschild a siégé à la tête de cette table. Réfléchissez à ce que cela signifie. Chaque banque centrale, chaque compagnie minière, chaque bijoutier, chaque investisseur, tous achetaient et vendaient l'or selon un prix fixé dans une salle présidée par la banque d'une seule famille. Il n'y avait aucune surveillance gouvernementale, aucune responsabilité publique, aucune réglementation officielle, simplement 5 hommes dans une pièce décidant de la valeur de la plus ancienne forme de monnaie au monde. Durant l'entre-deux-guerres, ce pouvoir devint plus important encore. L'étalon or s'effondra avant d'être reconstruit. Les nations dévaluèrent leur monnaie. En 1933, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, signa le décret 61-02. Cet acte rendit illégal le fait de posséder de l'or pour les citoyens américains. Le prix passa alors de 20 $ et 67 cents l'once à 35 $ l'once du jour au lendemain. Cette seule décision transféra des milliards de dollars de valeur. Les hommes qui fixaient le prix quotidien à Londres avaient une connaissance préalable des flux financiers qui allaient suivre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, le fixing de l'or de Londres fut suspendu. Il ne reprendra qu'en 1954. Pourtant, durant ces 15 années, les Rothschild ne perdirent pas leur emprise sur le commerce de l'or. Ils continuèrent d'opérer comme courtiers et intermédiaires pour les gouvernements déplaçant des réserves d'or à travers l'Atlantique, loin de la menace d'une invasion nazie. De vastes quantités d'or européen furent expédiées vers des coffres à New York et à Ottawa. La logistique de ces déplacements et l'identité de ceux qui en profitèrent restent partiellement obscures encore aujourd'hui. Le processus lui-même était d'une simplicité remarquable et d'une opacité tout aussi frappante. Le président proposait un prix de départ. Les 4 autres banques appelaient alors leurs clients pour savoir s'ils étaient acheteurs ou vendeurs à ce niveau. Si l'offre et la demande ne s'équilibraient pas bien, le prix était ajusté à la hausse ou à la baisse. Ce processus se poursuivait jusqu'à ce que les comptes soient enfin équilibrés. Le président annonçait alors « Non, il n'y a plus de drapeau » et le prix était fixé. Le terme « fixé » était censé indiquer qu'un prix de référence avait été établi, mais avec le temps, beaucoup commencèrent à se demander si ce mot n'avait pas un tout autre sens. En 1971, tout changea, et pourtant tout resta identique. Le président des États-Unis, Richard Nixon, mit fin à la convertibilité du dollar en or. Ce geste détruisit le système de Bretton Woods qui régissait la finance internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'or n'était plus maintenu au cours fixe de 35 $ l'once. Il pouvait désormais fluctuer librement. En moins de 10 ans, le prix explosa pour dépasser les 800 $ l'once. Le marché de l'or passa d'un secteur stable et prévisible à l'un des marchés les plus volatiles et rentables au monde. Malgré tous ces bouleversements, le représentant des Rothschild siégeait toujours en tête de table. Il présidait désormais un marché dont la valeur était infiniment plus grande qu'auparavant. Au cours du XXe siècle, les Rothschild ont étendu leurs intérêts dans l'or bien au-delà de la salle du fixing. Ils investirent dans des mines d'or en Afrique du Sud, en Australie et sur tout le continent américain. Ils apportèrent des financements aux sociétés minières. Ils proposèrent aussi des produits de prêt garantis par l'or. Leurs activités de stockage d'or physique se mirent à rivaliser avec celles des banques centrales. En Afrique du Sud, les liens étaient particulièrement étroits. Les Rothschild furent parmi les premiers financiers européens des gisements d'or du Witwatersrand, les plus riches jamais découverts. Ils aidèrent à financer des entreprises qui allaient devenir la colonne vertébrale de l'industrie minière sud-africaine. Pendant des décennies, l'Afrique du Sud produisit environ la moitié de l'or mondial. Une grande partie de cet or passait par des raffineries et des comptoirs liés aux Rothschild avant d'atteindre le marché mondial. À une certaine époque, des experts du secteur estimaient que les entités liées aux Rothschild voyaient passer environ 15 à 20% de l'or extrait chaque année dans le monde. Le chiffre exact est impossible à confirmer. En effet, une grande partie du marché de l'or repose sur des transactions privées de gré à gré sans aucune obligation de publicité.
C'était là le génie du système Rothschild. Il ne s'agissait pas de posséder l'or, mais d'en posséder le processus. Nul n'a besoin de contrôler chaque once d'or s'il maîtrise le mécanisme qui détermine son prix. Il suffit de contrôler les coffres où il est stocké et les réseaux par lesquels il circule. La famille avait bâti un véritable péage privé sur la ressource la plus précieuse au monde. Elle percevait ainsi une commission à chaque étape. Puis en 2004, un événement inattendu se produisit. La banque Nathan Mayer Rothschild et fils annonça son retrait du fixing de l'or de Londres. Après 85 ans à la tête du plus important mécanisme de tarification au monde, la famille s'en est simplement allée. Officiellement, le négoce de l'or n'était plus au cœur de la stratégie de la banque, mais le moment choisi a soulevé bien des questions. En 2014, les autorités de régulation du Royaume-Uni, des États-Unis et d'Europe lancèrent des enquêtes sur la manipulation du prix de l'or. Leurs découvertes furent accablantes. Les courtiers des banques du fixing partageaient des informations confidentielles sur leurs clients. Ils coordonnaient leurs positions et déplaçaient délibérément le prix pour favoriser leur propre portefeuille. La Deutsche Bank, l'un des 5 membres du fixing, conclut un accord avec les régulateurs. Surtout, elle livra des années de discussions internes et de courriels comme preuve de ses pratiques. Ces documents révélait un système de collusion s'étendant sur plusieurs années. La banque Barclays reçut une amende de 26 millions de livres de la part de l'autorité de conduite financière pour avoir échoué à gérer les conflits d'intérêts liés au fixing. D'autres banques osent faire face à des sanctions similaires dans plusieurs pays. Le fixing de l'or de Londres fut aboli en 2015. Il fut remplacé par un nouveau système appelé le prix de l'or de la London Bullion Market Association. Ce mécanisme utilise une enchère électronique avec plus de participants et une plus grande transparence. Mais voici le détail que peu de gens soulignent. Les enquêtes se sont concentrées sur la période suivant le départ des Rothschild. Ce qui s'est passé durant les 85 ans où ils ont présidé la table reste largement inexploré. Aucun régulateur n'a jamais mené d'audit historique complet de l'ère Rothschild au fixing de l'or de Londres. Les archives, si elles existent, demeure privée. Considérez maintenant le présent. La famille Rothschild ne siège plus à la table du fixing de l'or, mais leur influence sur le marché n'a pas disparu. Elle a simplement changé de forme. Rothschild et compagnie, l'entreprise qui a succédé, gère des actifs valant des dizaines de milliards de dollars. Les sociétés de portefeuille privées de la famille contrôlent des parts dans des exploitations minières, des entreprises de négoce et des institutions financières à travers le monde. Il reste l'un des plus gros clients privés du marché de l'or de Londres et surtout l'infrastructure qu'ils ont bâti, les relations avec les banques centrales, les réseaux de stockage ou les partenariats d'affinage n'a pas disparu lorsqu'ils ont quitté la salle du fixing. Ces systèmes fonctionnent toujours. Voici le modèle qui émerge quand vous prenez du recul pour observer la situation globale. Pendant 200 ans, la famille Rothschild ne s'est pas contentée de négocier de l'or. Ils ont construit l'architecture même par laquelle l'or est évalué, stocké, déplacé et financé. Ils l'ont fait non pas par un pouvoir étatique, mais par des réseaux privés agissant sous le radar du public. Quand les régulateurs ont enfin examiné le fixing, les Rothschild étaient déjà partis, laissant aux autres les amendes et la responsabilité des fautes. Certains appellent au sac cela avoir le sens du calendrier, d'autres y voient tout autre chose. Aujourd'hui, l'or est à nouveau au centre de la finance mondiale. Les banques centrales du monde entier achètent de l'or au rythme le plus soutenu depuis des décennies. La Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie ont ajouté des centaines de tonnes à leurs réserves. L'ordre ancien, où le dollar était roi et l'or une simple relique, est en train de basculer. Dans ce nouvel environnement, la question de savoir qui contrôle la chaîne d'approvisionnement de l'or est plus cruciale qu'elle ne l'a été depuis une génération. Il y a un autre point qui mérite d'être souligné. Au cours des dernières années, le prix de l'or a atteint des sommets historique. Il a dépassé les 2500 $ l'once. Chaque fois que le cours grimpe, quiconque détient de l'or ou en contrôle l'infrastructure s'enrichit. Plus vous restez discret, plus il est difficile de mesurer précisément l'ampleur de cet enrichissement. La famille Rothschild cultive le secret depuis plus de 2 siècles. Ils ne publient aucun rapport financier public, ils ne tiennent jamais de conférences de presse, leur fortune est répartie dans un réseau complexe de fiducies, de sociétés de holding et de bureaux familiaux en Suisse, au Royaume-Uni et en France. Les estimations de leur richesse totale varient énormément, de quelques milliards à des sommes qui défient toute crédibilité. Personne en dehors de la famille ne connaît le chiffre réel.
Le modèle Rothschild, un contrôle privé sur des infrastructures publiques, une influence sans visibilité et un profit sans responsabilité, a été copié par des fonds souverains, des géants du capital investissement et des maisons de négoce à travers le monde. La famille ne préside peut-être plus le fixing, mais le système qu'ils ont conçu, où une poignée d'acteurs privés détermine le prix de la plus importante réserve de valeur mondiale, est toujours celui dans lequel nous vivons. Les noms sur les chaises ont changé, la salle a une autre allure, mais la porte est toujours fermée. La question n'est donc pas vraiment de savoir si une famille agit contrôler le marché de l'or. Les faits historiques sont clairs, ils l'ont fait pendant 85 ans, à la vue de tous. La vraie question est de savoir ce qui les a remplacés et de savoir si le nouveau système, avec ses enchères électroniques, ses membres plus nombreux et ses promesses de transparence, boostés véritablement plus ouverts, ou s'il s'agit simplement de la même pièce avec une serrure différente sur la porte,